manifestants pacifiques, putain, c'est hallucinant. Dedans, il y a de la merde, des excréments, ça a été prouvé. Et des marqueurs, pour nous retrouver plus tard, des marqueurs qui restent des mois et des années sur nos vêtements et notre peau. Violence inutile. Ah, putain. Ah la vache. En plus, ah c'est bon, t'inquiète, je suis trempé. Et en plus, c'est violent, quoi, ça pourrait te faire tomber, quoi. Et il est tout à fait normal que la presse ou n'importe qui puisse éventuellement prendre des images d'une interpellation de police ou d'un travail de la police qu'il ne juge pas conforme. Cela permet par exemple que le défenseur des droits puisse donner un avis sur certaines choses, cela permet que la presse puisse faire son travail, etc. etc. Des attitudes inutilement brutales et beaucoup d'exemples ont été montrés dans les quelques images. On n'est pas nécessairement au contact, là on est dans quelque chose qui donne l'impression d'accompagner beaucoup plus une logique de confrontation avec les mobilisations, une logique de restriction des libertés publiques. On a vu par exemple, c'est le journal Mediapart par exemple, qui avait raconté qu'à l'occasion d'un déplacement du président de la République, une manifestante, je crois que c'était une dame qui travaillait à l'hôpital public, avait déroulé une banderole qui faisait entendre évidemment une critique vis-à-vis de la politique du gouvernement sur les questions hospitalières. Et cette dame a été arrêtée chez elle parce qu'un drone l'a suivie. Elle a été gardée en garde à vue pendant quelques heures, puis libérée, mais c'est là des utilisations concrètes du drone et de la vidéo massive qui sont assez problématiques du point de vue des libertés publiques. Un objectif pour moi de prendre des risques, quoi que ce soit. Dans l'idée, maintenant, ça s'impose à nous. Le fait d'aller en manifestation en France, c'est prendre un risque. Et puis on nous le dit textuellement, tu as nos politiciens qui nous disent si vous y allez, si vous en prenez une, c'est que vous manquez de sagesse, hein, comme M. Macron a dit à Geneviève Le Gay qui a 73 ans, qui manque de sagesse. C'est même plus une façon de penser les choses, on nous le dit textuellement. Que d'aller en manifestation, c'est voilà, si vous voulez pas prendre de risques, n'y allez pas. Donc aujourd'hui, effectivement, ça fait une semaine là que demain que j'ai vécu cet incident. Enfin, Tu peux nous expliquer les circonstances? Parce qu'on ne voit plus de vidéos depuis cet incident, donc c'était quand même relativement grave parce que tu es allé à l'hôpital, tu étais choqué c'est un tir de LBD. Alors, on ne sait pas encore la nature du projectile qui m'a atteint la tempe droite. Alors, j'ai la blessure là de plusieurs centimètres dans les cheveux ici. Soit une balle de LBD, soit un projectile qui contient des balles de lacrymo, donc à tir tendu. Les deux cas, ça peut te faire perdre ton œil ou ça peut te tuer. Hein, si c'est dans les fameuses grenades de dispersion parce qu'ils mettent des petites billes, donc ça peut être des projectiles. Fait est que ce jour-là, 14h20, donc 20 minutes après le début de la manifestation, qui n'était pas interdite. C'était une manifestation qui était autorisée en plus. Elle n'était pas autorisée. C'est l'information sur l'autorisation, je ne suis pas sûr. Par contre, ce dont je suis sûr, c'est qu'elle n'a pas été interdite. Parce qu'il y a eu
des arrêtés préfectoraux, je crois que c'est comme ça que ça fonctionne, qui interdisent, là par exemple pour samedi prochain, donc demain, Avignon, des endroits sur Paris, Toulouse, il y a plein d'endroits. Mais quand il y a des interdictions, c'est sur toute la ville ou c'est sur ça peut certains être quartiers? toute la ville, comme Avignon pour le coup, Ouais. ou ça peut être certains quartiers comme Paris, les Champs-Élysées. Mais là, à Lyon, rien, c'était pas interdit. Et d'ailleurs, si on va plus loin, il est interdit d'interdire les manifestations. Ce n'est pas possible. Quand on regarde le droit international, on ne peut pas se regrouper et manifester pacifiquement est un droit immuable dans le droit de l'homme et du citoyen. Ce n'est pas possible. Donc là l'État enfreint la loi et même le bon sens en général. Mais si on revient dans les circonstances, ce tir, il a eu lieu à quel moment? Il y a eu des somnations de la part de la police, il y a eu de la casse juste avant, parce que c'est ce que diront les médias où les gens disent ah bah de toute façon s'il y a eu des tirs, c'était une riposte. Exact. C'était une riposte. Est-ce qu'il y a eu riposte? Eh ben non, du tout. Absolument pas. Non. Et encore une fois, j'ai une certaine expérience en manifestation, bien avant les Gilets jaunes d'ailleurs. Je sais quand ça peut être dangereux et je m'approche pas, je prends pas de risque justement gratuit et inconsidéré. C'est-à-dire que là, je me sentais en sécurité. Enfin, moi, je voyais pas la chose arriver. Je m'approche. Alors, vraiment dans le bon sens, hein. On est au milieu de la place Bellecour, j'arrive à 14h, comme dans le coin, c'est un peu la maison, pas mal de gens me connaissent, donc on discute, on prend des photos, c'est super sympa, il y a de la musique et tout. Les gens commencent à vouloir partir vers les quais de Saône. Donc c'était vers la fin de manifestation. Début, 14h, c'est le début. 14h, d'accord. C'est le début. Et on avance vers la sortie de la place, donc quai de Saône. Et là, tu as la police. Donc pas la gendarmerie ni les CRS, la police CRS, ouais, la police exactement, qui arrive en tronc, qui était garée à l'autre bout de la place, pour nous boucher la rue et pas pouvoir nous empêcher de sortir de la place. Donc ils ont reçu un ordre, parce qu'ils n'agissent que sur ordre, oui, de vous bloquer ou... Oui, ils ont certainement reçu un ordre de nous bloquer, de nous masser sur la place, et c'est souvent le cas à Lyon. Sauf que habituellement, on peut sortir de la place, on peut faire quelques pas, une demi-heure avant d'être gazé ou matraqué. Et là, non, c'est ça que je n'étais pas en alerte. Il y a un cordon de policiers qui se met avec des boucliers, aucune sommation ni visible parce que c'est soit des fusées rouges, soit audible, rien du tout. Je m'approche, encore une fois, je parle avec des gens et tout ça, et je suis allé à 2 mètres des boucliers et je tends un peu les yeux et l'oreille pour voir ce qui se passe. Pourquoi? C'était très étrange, inhabituel qu'on nous bloque tout de suite comme ça. Je n'ai jamais vécu ça. Et je vois une dame avec un mégaphone, et par expérience, je me dis, elle fait une sommation. Mais je suis pas sûr, j'entends rien. Donc je lui dis, on n'entend rien. Là, il y a une fille devant moi, un peu sur ma gauche, qui entend ma voix, elle me reconnaît, se retourne et puis me fait, ah, c'est cool, Jimmy, j'aime bien tes vidéos, etc. On n'a pas le temps de finir cette discussion, que bim, ça explose de partout et je reçois un projectile. Donc il y a eu plusieurs tirs. Ah oui, il y a eu plusieurs tirs. Donc on l'a rempli de gaz. D'ailleurs, des vidéos l'attestent, parce qu'encore une fois, avec toutes ces personnes qui ont pu filmer sur le moment, j'ai reçu sur Twitter et sur Facebook des tas de photos, de vidéos montrant cette scène-là et les suivantes. Et d'ailleurs, ce soir, là, on est quel jour aujourd'hui? On est vendredi. On est vendredi 29. Ce soir, sur ma chaîne YouTube, j'avais publié une vidéo qui explique tout ça, avec des images qu'on a pu recevoir pour expliquer un peu tout, puis en tirer les leçons politiques, parce que, encore une fois, j'ai eu vachement de chance. Mais j'ai eu vraiment de la chance. Ce dont je souffre aujourd'hui, mis à part cette blessure qui se résorbe, enfin l'hématome. Donc on espère que c'est une coupure. Alors c'est un choc, oui. Mais le fait que cette fille m'ait dit bonjour, j'ai pu tourner la tête au moment où j'ai eu le tir, parce que j'oublie des détails. J'étais sur un terre-plein, j'avais une tête de plus et des photos l'attestent de la foule. Donc je comprends pas. Parce que tu es grand. Ouais. Normalement, aucun tir ne doit se faire au niveau du visage. Donc si en plus je suis grand, je suis à 1m80, comme plein de garçons. Il ne devrait pas y avoir de tir à 1m80. Du tout. Et donc, en plus, j'étais plus haut qu'à 1m80, vu que je dépassais vraiment et j'étais visible, identifiable. Ma tête était comme ça. J'avais un t-shirt. Donc tu as l'impression que tu as été visé. J'en sais rien, je peux pas dire ça, mais fait est que, alors que je sois visé, c'est pas tant le truc, mais qu'ils visent des têtes de gens, et pas. Ça, j'en suis persuadé. Une erreur, c'est possible. 2, 3, c'est déjà louche. Mais là, il y en a quoi? Il y en a 20. C'est terrible. On en a. Plus de 20 personnes qui ont perdu les yeux. Et d'après les statistiques qui ont été éditées par Amnesty, depuis qu'ils ont autorisé les LBD, c'est pas si vieux, c'est 2005-2006, on est à 54 éborgnés.
Ouais, parce qu'il y a eu On parle plein des de cas, éborgnés, hein. mais il y a aussi des gens qui. Parce qu'un Ah, autre choc voilà, et à la mâchoire, c'est C'est pas pas mieux, éborgné, hein. Donc, ouais. des gens qui sont handicapés à vie, qui perdent leurs dents. D'autres personnes qui ont peut-être eu la tête, c'est peut-être pas visible, mais ils ont des problèmes neurologiques. D'ailleurs, il y a des médecins qui ont tiré le signal d'alerte, qui ont dit que les blessures qu'ils consacrent, ce sont vraiment des blessures de guerre, d'une violence terrible. Donc, on dit que c'est comparable à un lâcher de parpaing de 20 kilos, c'est gros un parpaing, de 1 mètre, 1 mètre 50. Donc vous laissez comme ça, déjà sur le pied ça fait pas du bien, alors C'est effrayant, mais le fait que j'ai compris, parce que j'ai compris que 2 jours plus tard, hein, tu sais, dans le truc, que 2 jours, 3 jours, donc mardi matin, je comprends que ce qui m'est arrivé était grave. C'est-à-dire que j'ai vraiment eu de la chance, que non pas que ça m'arrive là, parce que ma blessure est ici, c'est vraiment à hauteur des yeux. Enfin, Ouais. c'est très simple. Le fait que ma tête a bougé, ça a ricoché, ça a tapé, mais pas frontalement. Donc je n'ai eu qu'un traumatisme crânien et 6 jours d'arrêt de travail. Enfin, maintenant, on en vient à être heureux de rentrer de manif avec que un traumatisme crânien et 6 jours d'arrêt. C'est juste dingue. Donc juste ça. Et ce dont je souffre le plus tout à l'heure, ce que je voulais dire, c'est un choc psychologique. Oui. Parce que maintenant il y a la peur d'aller en manifestation. Le fait qu'on ait un choc comme ça. Je peux pas dire que j'ai peur d'aller en manifestation, mais je te dis 2-3 jours après d'être rentré de manifestation, eh ben, je sors de chez moi, je suis 3 jours chez moi, avec mon scooter pour faire des courses en bas là, et ma petite boucle n'était pas bien attachée, elle a ricoché dans mon casque, et j'ai eu peur. J'ai ressenti une peur véridique. C'est absurde. Et là, j'ai compris là que j'étais dans cet état-là. Donc c'est un réflexe maintenant. Dès qu'il y a quelque chose, c'est horrible. Et j'ai encore une fois eu beaucoup de chance. Ça aurait pu être horrible. Et je vois tous ces gens dont la vie est complètement détruite. Ouais. C'est abominable ce qui se passe en France aujourd'hui, c'est abominable. On en vient, notre seuil de tolérance face à la violence, déjà en tant que spectateur de la télévision, on en voit tous les jours. Mais là, on le vit quasiment tous les jours et c'est très dangereux que notre seuil de tolérance à la violence augmente comme ça. Et c'est surtout, ça paraît complètement extraordinaire que ça arrive dans des pays, on va dire, démocratiques, civilisés, comme la France qui donne souvent des leçons. On se dirait, bon bah oui, bah, c'est des choses qui arrivent dans des pays étrangers, ça sera Gaza ou je ne sais où, mais là, en France, pour des motifs politiques. Parce que c'est une répression politique, ce n'est plus la violence policière. Voilà, donc c'est les gens, en fait, on souhaite faire peur, et on souhaite blesser pour pas que les gens reviennent. Exactement. Maintenant, ma question, c'est comment ça se passe au niveau, donc, après avoir été blessé, quels sont les recours, quelle est la situation parce que, bon là tu t'en sors assez bien, tu as peut-être perdu une semaine, donc c'est aussi grave parce que c'est une semaine d'activité qui est perdue. Faisons perdre 3 jours de travail à un policier, on va voir comment ça se termine. On fait un ITT de 3 jours à un policier, on va en garde à vue, on va en prison, mais un citoyen qui exerce son droit de manifester, non, tout se passe bien. Donc il y a déjà une perte financière, mais après quand il y a une perte qui est physique, les recours sont très compliqués, parce qu'il faut porter plainte vers la police. Oui. Est-ce que c'est facile de le faire? Est-ce qu'ils enregistrent? Quel est le suivi? Et puis on sait que les procédures sont très longues. Est-ce qu'elles aboutissent? Et pendant toute cette période, des gens qui ont été gravement blessés, qui ont perdu un œil, qui font des trucs, ils sont handicapés. Est-ce qu'ils ont des droits à des assurances? Ils ne pourront peut-être pas retrouver leur travail. C'est des situations catastrophiques. On voit que non. Il y a plein de témoignages dans la presse, dans les médias alternatifs pour le coup, parce que dans les médias mainstream, la place à ça va tellement vite, les sujets doivent être tellement courts, et puis à un moment donné, au bout de 4 mois, on se lasse, on veut du nouveau, je crois. Enfin, encore une fois, si on remonte le fil, tout ça, ce n'est que dégâts collatéraux d'un système capitaliste qui nous pousse à ça, à la productivité, etc. Ça touche même le journalisme, c'est quand même dommage. On le voit donc que ces personnes n'ont pas de recours. C'est-à-dire que porter plainte à la police contre la police, plein de gens disent avoir été mal reçus par la police et que leurs plaintes n'ont pas été... Parce qu'ils peuvent ne pas enregistrer, ils peuvent dire vous l'avez cherché, vous êtes... Exactement, ce qui n'est pas normal. Moi je n'ai pas encore porté plainte, parce que j'avais une petite crainte aussi d'avoir ma plainte refusée, et puis aussi, peut-être surtout d'ailleurs, j'ai envie de faire ça correctement,
Donc on étudie les possibilités de recours, non pas pour me défendre moi, mais pour pouvoir ajouter à cette plainte, ou tout du moins ce recours dans la justice, une pierre de plus à l'édifice qui se construit depuis 4 mois. Et puis au-delà. Parce que ce n'est pas possible, on en revient, tout à l'heure tu parlais de la bande de Gaza, etc. Ça se passerait ailleurs. Le moindre truc, là, les perquisitions chez la France Insoumise, donc la première partie d'opposition en France, mais aussi chez Mediapart, cette pression politique sur des instances indépendantes ou concurrentes, je dirais, d'opposition, et maintenant sur les citoyens, mais le quart de ça se passe en Turquie, ou je ne sais où, mais tout le monde grimpe pas au créneau. Et en France, on ne le voit pas. C'est le jeu de la paille et de la poutre dans l'œil du voisin. On ne le voit pas. Et c'est effrayant jusqu'où on va grimper pour qu'on le voit. Donc les journalistes mainstream n'en parlent pas, ne le relèvent pas. Non, quasiment pas. Tourne au ridicule. Personne dans les Gilets jaunes confondent journalistes et journalistes. Par exemple, toi et un éditorialiste comme Rutel Krief sur BFM TV, vous n'êtes pas pareil. Tous les deux, vous êtes quart de presse. Mais vos intérêts de classe ne sont pas les mêmes. Et c'est pour ça qu'on a, selon ma propre réflexion, mais j'ai l'impression que c'est un peu ça, qu'on assiste à un mépris de la part de certains journalistes, mais surtout d'éditorialistes, de vedettes de la télévision ou de la presse écrite, qui gagnent des dizaines de milliers d'euros par mois. L'argent, tout du moins cet accès de classe-là, doit, j'imagine, mais on le voit par la preuve, altérer leur malheureux travail, et ils ne font plus leur boulot de journaliste. On l'a vu, je sais qu'on va citer BFM TV, que des journalistes n'osaient plus aller sur le terrain parce qu'ils étaient maltraités. Mais oui, c'est pas la faute de ces journalistes qui, il faut le dire, souvent sont des pigistes, des gens oui, qui sont souvent indépendants, qui sont payés souvent précaires, ils ça sont précaires. Ouais, ouais. C'est vrai, finalement ils sont comme des gilets jaunes. Ouais. Et puis souvent, sauf quelques rares exceptions, en tout cas plus maintenant, ils font leur travail honnêtement. Mais après, on sait très bien que quand on fait un reportage, on le monte, on coupe, et puis on décide de diffuser ou pas. Et puis, Comme ceci ou comme cela. J'ai un souvenir très net du 1er décembre à Paris, donc le 1er décembre, date importante des Gilets jaunes comme le 16 mars, c'est de gros rassemblements. C'est la fois où le lac du Triomphe a été saccagé. Oui, enfin saccagé, Ouais. tagué. Voilà. Un peu cassé à l'intérieur Là, aussi. à l'hôtel, il est tout propre encore. Voilà. Je croise la route, le chemin d'un journaliste de France Info qui m'interviewe à ce moment-là sur cette place, la place de l'Étoile, avec l'Arc de Triomphe. Et on a cette discussion un peu comme on l'a tous les deux là, sur la différence entre pigiste, journaliste de terrain et éditorialiste et le travail. Enfin, l'énorme différence de salaire, donc de classe, donc d'intérêt, donc de tout en fait finalement. Et puis l'amalgame qui est fait, qui est justifié tout du moins, qui est explicable, mais qui n'est pas justifié, enfin tout du moins on peut le comprendre. Et il me dit, d'ailleurs c'est visible sur une vidéo que sur ma chaîne YouTube encore une fois, on a les mêmes gueules. C'est vrai qu'on a les mêmes gueules. Alors c'est vrai que cheminot, journaliste de terrain, ouvrier, cadre supérieur ou pas, on est tous des gens de la classe moyenne, inférieure, supérieure. On est des gens. Et on ne fait pas partie de cette élite qui nous méprise aujourd'hui. Il y a ce rapport de 99% à 1% qui est là. Et il faut très souvent rappeler qu'un journaliste, à 99% ou 99% pour nos amis suisses, ce n'est pas Rutel Krief et Christophe Barbier. C'est pas ces gens-là qui... on le voit aujourd'hui encore, alors j'ai oublié son nom, mais il y a un journaliste de France Inter qui se disait impartial, etc. On le retrouve aujourd'hui sur la liste En Marche pour les européennes. Donc, Il y a eu cette question qui a été posée, c'était il y a quelques semaines, donc Étienne Chouard était venu, a fait une conférence sur le RIC, et il a abordé cette question en disant qu'en France, il y a vraiment un gros problème, c'est que les médias sont complètement sous contrôle. Donc il y a du côté de la place privée, donc 9 milliardaires qui contrôlent tout. Quasi, ouais. Voilà. Et puis du côté public, c'est pas mieux, parce que du public, ils doivent suivre ce que dit le pouvoir. Et la question, c'était de se dire, il faudrait peut-être imaginer, c'était dans le cadre de ces constitutions, de créer peut-être une loi pour dire que le métier de journaliste, il est important, il devrait être impartial, et qu'on ne devrait pas céder à des groupes, des puissances, des milliardaires, le contrôle de l'information. Parce qu'on sait très bien aujourd'hui que avoir la presse, une télé, c'est une activité qui n'est pas très rentable, souvent on perd de l'argent. Donc si des milliardaires investissent dedans, c'est pas pour se faire de l'argent, c'est des malins. C'est rentable ailleurs. C'est pour pouvoir contrôler l'opinion. Tout à fait. Voilà.
C'est Et pas dans nouveau, ce cas-là, mais, on devrait dire que le journalisme, il a un rôle de service public. oui, Et s'il y a un service public, il doit être le plus indépendant. impartial et indépendant possible. Et qu'il faudrait qu'il y ait des lois qui disent que, voilà, interdire des contrôles. La possession par le bien privé. Voilà, ou que les journalistes voilà, soient aussi contrôlés, mais pas trop de contrôle. Je veux dire qu'il y ait des. Qu'il y ait un Qu'il y ait un petit peu cadre. plus, qu'il y ait un cadre. Un cadre. Oui, d'ailleurs, alors, plusieurs ont proposé ça, mais la personne la plus médiatique a proposé la création, alors je ne sais plus comment il appelait ça, mais d'une instance publique pour donner toute la liberté aux journalistes d'exercer leur métier sans aucune crainte d'être censurés, etc. C'était Jean-Luc Mélenchon. Il faut encore une fois le préciser. Je ne sais pas si tu te souviens de ça, mais il y a quelques mois, et durant sa campagne il y a 2 ans, il avait proposé ça, et ça reste quelque chose de... Enfin, c'est du bon sens. Lui ou un autre, on s'en fout, mais il faut. Et puis je me souviens aussi du débat Nobila en Suisse, juste à côté. C'était la même chose aussi. Le fait de laisser fuir quelque chose qui est primordial pour une démocratie occidentale aujourd'hui qui s'éloigne de la démocratie classique. Et c'est tout un paradoxe parce qu'aujourd'hui on est inondé de chaînes, de trucs, mais Oui. finalement c'est la même soupe. C'est la même musique, exactement. Voilà. Donc il y a une impression de pluralité, mais elle n'existe Non. pas. Et c'est vraiment. Mais en même temps, c'est quand même plus pratique, plus facile qu'une dictature ou un état totalitaire où il y a vraiment un journal, une pensée. Les gens finissent par se révolter, toujours, parce qu'ils le voient le truc. Par contre, si on te noie de journaux, on te noie on te donne le choix entre 20 trucs pareils, mais avec une forme et une musique différente, eh ben, c'est plus difficile déjà de prouver, enfin tout du moins, de se rendre compte qu'il y a manipulation sur la place là. Et puis, on peut rapidement dire aux gens, regardez, vous abusez, il y a du choix. Mais Alors ce qu'on peut dire, parce qu'il faut être réaliste, c'est que ce contrôle, il a toujours existé. oui. Même il y a 50 ans, il n'y avait qu'une chaîne, ça s'appelait en France l'ORTF, c'était la pensée, c'était les trucs. Tout à fait. Ce qui a changé aujourd'hui, c'est Internet. Grâce à Internet, tout le monde, s'il a envie, peut être son propre journaliste. Tout à fait. Et du coup, peut diffuser l'information et peut montrer donc ce qui ne se verrait pas ailleurs. Et ça change tout. Maintenant, le risque, c'est qu'Internet est ouvert, mais on entend, il y a un risque. Que ce soit de plus en plus contrôlé sous prétexte contre le terrorisme, contre Voilà. les fake news, Tout à fait. contre les copyrights, enfin toujours des choses, pour à chaque fois brider, pénaliser ce qui n'irait pas dans le sens de ce qui est communément admis, la L'ordre pensée public. unique, l'ordre public. Et puis, je vais faire aussi un parallèle. Le lien, il est souvent assez... il y a souvent un lien entre le journaliste et le lanceur d'alerte. Et Oui. les lanceurs d'alerte, aujourd'hui, ils ne sont pas protégés. Donc il y a des gens qui connaissent des choses, pour qu'ils puissent donc s'exprimer, ils doivent trouver un journaliste. Ce journaliste, il prend des risques Oui. aujourd'hui. Et s'il n'est pas protégé, Et s'il n'est pas protégé, il sa le fait carrière pas, il le fait va pas. le faire, et puis la personne, il risque de la dénoncer, et donc on arrive à un système qui est fou. Et on l'a vu pour des histoires de trafic financier, je sais plus, Clearstream, la banque HSBC, les LuxLeaks, Panama. alors que toutes ces dénonciations, elles ont été utiles. Oui. Et ce sont des vrais scandales, ce sont des choses c'est de la criminalité qu'il faut lutter, et on voit que rien n'est fait. Rien n'est pas fait. Je sais pas si c'est phrase juste, mais ça, il y a des choses qui sont faites, mais dans le mauvais sens. La loi secret des affaires votée en 2016 au Parlement européen, qui vient protéger les évadés fiscaux et les fraudeurs fiscaux et criminaliser par là même les lanceurs d'alerte, a été signé, et c'est vérifiable sur Internet, allez-y, il y a Nicole Ferroni qui a fait ce travail formidable sur France Inter, d'avoir listé, parce que c'est très compliqué d'aller voir qui vote quoi à l'Assemblée européenne, mais tous les députés, de droite comme de gauche, mais vraiment, quasi tous, parce que tu avais uniquement, alors si je me souviens bien, les Verts et le Front de gauche, donc l'ancêtre de Mélenchon, la France Insoumise, il n'y avait que eux, mais vraiment que eux, tout le PS français, tout le MP forcément, et jusqu'à Marine Le Pen à l'extrême droite, tous avaient voté pour cette loi qui criminalise les lanceurs d'alerte. Par contre, sur les médias, tout le monde s'accordait à dire oui, il faut lutter contre l'évasion fiscale, oui, on va faire des choses. Et dans les faits, et c'est peut-être ça qui est compliqué, parce que c'est pour ça que je crois qu'on perd confiance en nos représentants politiques. Parce qu'on nous dit, et c'est la marque de fabrique de Macron, le fameux mais en même temps, de dire une chose et de faire l'exact contraire.
sans aucun scrupule. Et avec Internet, aujourd'hui, on peut le voir. Hier, sans Internet, comment on pouvait voir les... Voilà, c'est ça Comment qui a on pouvait changé. voir? C'est-à-dire des manipulations, il y en a toujours eu. Toujours. Il y a eu des scandales, mais aujourd'hui, elles sont visibles, l'information s'est communiquée instantanément. Quand on voit les répressions, dès qu'il y a quelque chose, il y a toujours quelqu'un avec son smartphone Il y a des qui va images filmer, partout. il y a des images qui passent. Alors, ils vont essayer de censurer, ils vont essayer de ne pas en parler, mais au bout d'un moment, ça finit par filtrer. Et ce qui se passe, moi, ce que je constate, en suivant donc, mes reportages depuis quelques temps, c'est qu'il y a aujourd'hui un vrai dégoût, une aversion sur les médias standards. Et les gens disent, je ne regarde plus la télé, Non, je ne regarde plus les trucs, Ouais, ils et boycottent. ils ne se renseignent plus que sur Internet. Donc aujourd'hui, Internet, c'est vraiment la soupape où on peut respirer, on peut trouver de l'information. Alors, je ne dis pas que tout est bon Ah, dans il y a Internet. danger aussi, hein, Parce forcément. qu'il y y a a de aussi des fake news, il y en a. Mais souvent, elles sont grosses quand même, les ficelles. Oui. Donc il y a peut-être plus un travail je dirais, de pédagogie, comme fait le journaliste, de vérifier l'information, de recouper les faits. Quand on voit quelque chose, si c'est pas recoupé plus loin, c'est que c'est faux. Donc, Ouais, mais il y a plein de gens qui n'ont pas le temps. Encore Oui. une fois, on est dans un monde qui va vite, etc. On y consacre quoi? Le temps d'information de ma propre mère, elle va se consacrer 10 minutes dans la semaine, j'en sais rien. Et ben, en 10 minutes, un bon montage photo qui va te faire croire que des femmes volées viennent devant, je me souviens de cette photo-là, devant la CAF en France pour réclamer des trucs, alors que c'est une photo prise pour une manifestation des femmes dans un autre pays avec un logo remis de la CAF, et ben ça passe. Et ça nourrit une idéologie, encore une fois. Et là, derrière, il y a encore des groupuscules mais d'extrême ces droite. manipulations, on les retrouve aussi dans les chaînes normales. Oui, France 2. Voilà, on ne va pas les citer, je crois que c'était Ah, France mais je Info ou France 24, ils sont champions. Ouais. C'était aux États-Unis Ah. pour une manifestation, je crois. Je sais plus, ils voulaient démontrer une manifestation raciste sur le truc, et en fait, ils avaient sorti l'image hors du contexte et ils avaient manipulé. Parce que l'idée, c'était toujours dire ah mais Bush, c'est le méchant, pas Bush, Trump, c'est le méchant qui fait les trucs. D'ailleurs, ça prouve bien quelque chose. Si on revient sur l'élection de Trump, avant qu'il soit élu, on avait toujours dit que Trump c'était un imbécile, ça devait être Clinton, c'était l'évidence. Et quand il a été élu, je sais pas, tous les médias ont été abasourdis, n'y croyaient pas. Mais je dis, mais attendez, ils sont pas américains, ils n'ont pas été faire le truc. Si je ne tiens pas à M. Trump, mais si les Américains à un moment donné ont voté pour lui, c'est qu'il y avait des bonnes raisons. Oui. Et, Après, c'était les grands électeurs qu'on fait. voilà, et lire, quelque les part, les journalistes, ils voudraient, voilà, ça prouve qu'ils veulent toujours influencer, qu'ils aimeraient imposer leur vérité, Bien sûr. sauf que ça se passait dans un pays étranger et que là, non, ça marche pas. Et Voilà, bon, On a reçu BHL il y a quelques temps Ah, aussi. BHL. Parlons-en bon, de BHL qui annonce il y a quelques jours là, sa version de la démocratie. Vous avez vu? ça fait peur. Il propose de ne pas tenir compte des bulletins de vote des gens qui ne leur plaît pas. Donc tout ce qui, pour eux, est trop extrême. Bah non, mais c'est horrible, mais il le dit, hein. Il y a plusieurs articles de presse qui en parlent, il le dit clairement. Voilà. Et puis, en faisant référence à une époque de l'histoire où on ne prenait pas en compte les votes des communistes. Ah oui, on va enlever toute une partie. Non mais c'est affreux. Et il y a une pensée fascisante, prenons les mots dans le sens qu'ils ont, qui traîne en France, et puis pas qu'en France, hein, dans toute l'Europe, et puis dans tout le monde finalement, qui met en danger nos vies futures. Alors, ce qui est très rigolo, c'est qu'on a réutilisé le terme, on utilise beaucoup le terme de populiste. C'est-à-dire que, Ouais, les galvauds des voilà, donc il y a l'Italie est populiste, les trucs, je sais plus. si Mélenchon c'est est en populiste, Hongrie, Marine Le Pen est populiste. voilà, on a des gens, donc c'est forcément mal, et qu'ils se veulent un rempart à ça. Mais quel rempart ils offrent, puisque de toute façon leur politique, elle est également complètement Populiste. bah oui, populiste, c'est mentir. Mais c'est pas toujours mentir. Mais encore une fois, les mots, il y a des mots valises, ça c'en est un. Populiste, ça veut dire quoi finalement? Est-ce que non, je crois pas que ça veut dire mentir d'ailleurs. Mais non, populiste, le terme original, ça venait donc de l'URSS, c'est-à-dire c'était le verbe populaire, populiste. C'est mauvais. C'était ça. Voilà, alors c'est devenu mauvais par la suite, mais au départ. Mais oui, je vois, non mais c'est très compliqué, tout ça, c'est à la fois très compliqué, très complexe plutôt que compliqué, je crois. Parce que finalement, ces affaires politiques-là sont complexes, nuancées, etc. Et on nous les vend comme quelque chose de simpliste, au contraire. Quelque chose, là où depuis plusieurs semaines, la stratégie du gouvernement face aux Gilets jaunes, c'est
c'est des méchants, c'est des factieux. Il n'y a pas de manifestants, c'est que des criminels. Et je vous assure que j'ai. Et puis on peut le voir. Bah, il y a toute une liste. Hein. Ah oui, d'adjectifs. Et à la fin, je crois qu'on termine, c'est des extraterrestres. Oui, j'ai vu ce petit montage mignon, ouais, c'est rigolo, c'est vrai. La stratégie, toutes les semaines, il y a un truc. Des homophobes, des racistes, des gueux, des machins. Bon, par contre, ce qui est constant, c'est que toutes les semaines, le mouvement il est fini. Oui, voilà, il s'épuise, et ben moi j'y suis toutes les semaines, et le 16 mars. Avec des chiffres qui sont de plus en plus bas. On dit 30 000 sur toute la France, 30 000 sur toute la France. C'est impossible. Sachant que ne serait-ce que Bordeaux, on les a recensés à 10 000. Voilà. Donc, et puis, on ne compte pas, parce que bon, moi je couvre uniquement la région. Je ne vais pas jusqu'à Lyon, des petites villes, et même sur les même sur les villages, si vous avez 50 personnes, pourquoi ne pas les comptabiliser? Ils ne sont pas comptabilisés. Alors qu'il y a 36 000 communes en France, et si partout ils sont 50, c'est énorme. Là, le 16 mars à Paris, ils ont voulu absolument se servir de cette date emblématique pour dire que tout le monde était des casseurs. C'est volontaire, encore une fois, d'amalgamer. Déjà, un casseur n'est pas un black bloc. Alors justement, sur le 16 mars, ça a été assez extraordinaire quand on a vu toutes ces casses. Toutes les personnes que j'ai témoignées m'ont dit les policiers étaient là et n'ont pas bougé. Ouais. N'ont pas bougé, ils ont laissé casser. Ils le disent eux-mêmes. Voilà. Un syndicat de police a fait un communiqué officiel en disant qu'ils avaient reçu l'ordre de ne pas bouger. Et au contraire de sanctuariser. Et moi-même j'en ai témoigné avec mes images. Le quartier de l'Élysée, enfin tout du moins l'Élysée lui-même, ils étaient tous agglutinés dans les rues autour. C'était volontaire. C'était volontaire. Après, encore une fois... Puis il y avait aussi un système d'étanchéité parce qu'il y avait deux manifestations. Il y avait la manifestation des Gilets jaunes qu'on a focalisée sur les Champs-Élysées. Et puis il y avait la marche sur le climat sur la République. Et au cours de la journée, à chaque fois, on mettait les deux images l'un de côté. Regardez la casse et tout. Les méchants Gilets jaunes. Ouais. Et à droite, regardez ceux qui sont pour la marche pour les clients. Tout se passe bien, c'est pas le truc. Mais souvent, c'était les mêmes personnes. Et à un moment donné, les gens qui venaient à Paris ne savaient pas trop. Ils devaient faire un choix. Ils allaient là ou là. Et une fois qu'ils étaient sur un endroit, ils n'avaient plus de possibilité d'aller dans l'autre endroit. Entrer sur les champs, c'était très simple. Moi, je suis arrivé vers la gare de Lyon. J'ai pris le métro jusqu'à la gare Saint-Lazare. Et j'ai marché jusqu'à... Pas un flic. Et tu as subi aucun contrôle. Aucun contrôle. Rien. J'aurais pu avoir dans mon sac une bombe. Je serais passé. Non mais vraiment. Hein. Puis d'ailleurs, il y a eu des trucs. Mais, alors que les autres fois, parce que tu as été mis en garde à vue justement pour des choses, ou en tout cas contrôlés, arrêtés. Des gens ont été mis en garde à vue parce qu'ils avaient un masque ou des lunettes, c'était des motifs suffisants. Exactement. Ou du sérum fille. Les petites gouttes, c'est suffisant. Moi j'avais tout dans mes poches, ils ont fouillé que mon sac. Ça donne lieu aussi à une vidéo, c'était à Lyon. Et je suis passé entre les gouttes. Mais à Paris, non. Mais c'est très simple. Quand on a parlé tout à l'heure de la mainmise d'une classe sociale, d'un type de pensée politique sur les médias, quand ces médias nous vendent un message, il est facile de comprendre que quand on vous met à gauche les méchants, à droite les gentils, c'est que pour les gens, pour les Rutel Krief, les Barbier, les autres, Macron, etc., si ceux-ci sont les gentils, c'est qu'ils ne gênent pas leurs affaires, donc ils ne gênent pas le système, donc ils sont inefficaces et qui ne sont pas utiles pour la lutte que nous menons, hein, qui est en fait, finalement, pour résumer la chose, la justice sociale, la justice climatique et la démocratie directe et populaire. Hein, c'est simple, en trois points. Et si tu ne gênes pas le système, et c'est ce que nous faisons nous sur les Champs-Élysées par exemple, parce qu'on est au pied des immeubles bourgeois, et puis encore une fois, sans avec le mot bourgeois, certains peuvent se sentir, j'ai des amis bourgeois, mais quand je dis ça, c'est un terme générique. Il y a des gens riches qui sont gilets jaunes aussi. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est un état d'esprit, hein, c'est pas une lutte de classe. Hein. C'est pas une lutte de classe, mais quand même il y a une classe. Mais bon, évidemment, ceux qui dominent, c'est ceux qui c'est ceux qui sont ultra riches et puis qui veulent renouveler sans cesse leur propre génération. Mais c'est pas possible. Et en plus, ils ont peur d'une chose, c'est de se dire, ils veulent absolument pas qu'il y ait des gens de la base qui puissent monter et prendre leur place. Tout à fait. Donc c'est un contrôle Mais il y a la donnée climatique qui rentre dans l'équation. Et que si, dans leur tête, ils imaginent un monde infini avec des ressources infinies, ça n'existe pas.
Et le retour de bâton arrivera dans la tête de tout le monde si on fait rien. Sauf s'ils disent que eux ne se mettent pas de limites, mais par contre les autres auront toutes les limites. C'est pour ça qu'on met des taxes, on met des trucs. Les autres devront se contenter Et qu'on laisse dire dans ces marches pour le climat que soit le changement que tu veux voir dans le monde en brossant les dents, en coupant l'eau et en faisant pipi sous la douche, et voilà, et on donne aux gens finalement la responsabilité, on responsabilise les petites gens que nous sommes, et puis en haut on continue à rouler avec des gros 4x4. On le voit chez nos amis suisses, chez vous, ou à Berne, on réfléchit à agrandir les routes pour que les Q7, les machins, les grosses voitures là, puissent passer, alors qu'on doit faire de l'écologie. On est obligé de faire de l'écologie, sinon on va tous mourir. Enfin, c'est pas possible. Et puis le vivant, là, on a perdu 60% des animaux sauvages en Europe en 40 ans. Enfin, à un moment donné, c'est à quel stade qu'on va réagir? Mais alors, faut avoir conscience. Mais on peut pas non plus culpabiliser sans cesse des gens qui n'y peuvent rien. Exact. Parce que si vous posez la question, mais tout le monde est opposé. Ben non, je suis pour la biodiversité, je suis pour le truc. Mais qui aujourd'hui détruit la biodiversité? Mais ce sont les multinationales, ce sont ces grands groupes. Et le summum de l'injustice, c'est qu'en plus ces grands groupes ont un contrôle total, ne payent pas les impôts qu'il faudrait qu'ils payent. En fait, et finance les partis politiques, on a vu, Monsanto, Bayer ont mis des fonds dans le parti de Macron pour les européennes. Donc, pour en sortir, donc le combat des Gilets jaunes, c'est ça qui est intéressant à voir, c'est que ce combat des Gilets jaunes, c'est pas anodin qui se passe en France, parce que la France, elle a toujours quand même été un pays, c'est quand même le pays des Lumières, il y a quand même eu la Révolution, il y a quand même eu des choses, et ces problèmes ne sont pas typiquement français. Non. Et la France a même résisté énormément par rapport à d'autres pays. Si on compare par exemple à l'Angleterre, en Europe, oui. Voilà, l'Angleterre, qu'est-ce qu'elle a morflé depuis Thatcher, etc. Aujourd'hui, si on est pauvre en Angleterre, on n'a rien de rien, quoi. Et on dira, c'est bien fait pour toi, tu n'avais qu'à avoir un travail. Donc cette mentalité, elle existe déjà. À un tel point, c'est pour ça que les choses ne sont pas aussi faciles à comprendre, c'est pas blanc ou noir. Non. Le Brexit, des gens ont voté pour sortir de l'Union européenne parce que certains, mais pour des raisons politiques, avaient dit que de toute façon tout votre malheur c'est l'Union européenne, c'est l'Europe, et puis qu'après vous irez mieux. Mais c'était un mensonge. Et il faut comprendre aussi que des gens ont voté oui à l'Europe parce qu'ils se disent mais c'est pas l'Europe qui nous rend malheureux, le système anglais il est déjà injuste. Peut-être qu'ils espéraient que l'Europe puisse aussi contrôler. C'est plus complexe de dire que l'Europe est encore une fois là méchant ou gentil. J'ai eu la chance d'avoir été invité avec des collègues youtubeurs et autres journalistes de médias internet à un séminaire à la Commission européenne et au Parlement européen là, il y a 2 mois. À Strasbourg. À Bruxelles. À Bruxelles, d'accord. À la Commission, c'est Bruxelles, d'accord. De la bête, qui était en fait finalement. Donc la Commission, c'est ceux qui ne sont pas élus. Voilà. C'était une opération de corruption. Généralement, c'est les lobbyistes qui deviennent commissaires. Puis après, les commissaires, ils redeviennent lobbyistes, ils retournent dans l'industrie. C'est le pantouflage. Voilà. Ouais, c'est ce qu'on appelle le pantouflage. Voilà. Et c'est eux qui sont les seuls à écrire les traités, les jolis traités, le libéralisme, etc. Qui proposent quand même au Parlement. Et le Parlement, au moins, on peut élire les eurodéputés. Mais on ne peut pas élire les commissaires. Le commissaire français actuellement, c'est Pierre Moscovici qui se charge de l'évasion fiscale, de combattre l'évasion fiscale, avec son grand ami qui lui avait été le champion d'évasion fiscale en France, on se souviendra. C'est une grosse blague. Et pendant 2 jours, un peu moins de 48 heures que j'ai pu passer là-bas, mais c'était une horreur, un cauchemar éveillé. Enfin, on fait face à une foule de gens qui sont convaincus que ce qu'ils font... je sais pas qu'ils sont convaincus, c'est qu'ils essaient de se convaincre, parce que j'ai eu le temps de parler avec plein de gens, qui se convainquent de faire quelque chose qui est bien. Ils se battent pour une seule idéologie, c'est la concurrence libre et non faussée. C'est que ça, c'est ce qui va sauver le monde. On détricote tout et on permet à ce que tout le monde peut acheter tout et n'importe quoi. Et ensuite, avec la théorie du ruissellement, voilà, ça va les gens très riches, ça va couler. Or, ça n'existe pas. Ce n'est pas possible. C'est faux. C'est faux. Aujourd'hui, ça se concentre. Aujourd'hui, et depuis les 25 dernières années, les 100 milliardaires ont vu leur fortune multipliée par 25. Oui. Et ça va de manière exponentielle, c'est-à-dire que ces gens, plus ils en ont, plus ils en ont. Un tel rythme que probablement leur fortune va doubler tous les ans. Et elle va tellement atteindre qu'on va devoir sortir des chiffres comme trilliardaires. Oui. Mais cet argent, il ne leur sert à rien. Et surtout, l'argent ne se crée pas par magie, soit on le partage, soit on le concentre. Et là, Bernard Arnault en 2017, il a gagné 700 € par seconde durant toute l'année.
plus 70% de son... 47 ou 42 milliards d'euros pour un seul homme. Quel travail, quelle fonction mérite autant d'argent? Pourquoi? Et puis c'est pas... On pourrait se dire... Disons que l'argent, ça serait magique. Et puis qu'il a beau avoir 47 millions, moi je pourrais aussi en avoir pareil, on pourrait tous être milliardaires. Bon, bah ok, ça va un problème. Sauf que c'est pas comme ça que ça fonctionne. On le concentre, on le partage. Le problème de l'argent, c'est qu'il y a une énorme arnaque. C'est-à-dire qu'on l'a rendu rare. Il est rare pour les classes laborieuses, mais par contre, il est à foison pour ceux qui sont dans la finance. C'est là que ça ne va pas. C'est-à-dire qu'on a mis en place un système de concurrence justement hybridée, ce qui fait que pour être concurrentiel, pour avoir le marché, il n'y a pas 36 manières. Alors on peut dire qu'on fait de la meilleure qualité, mais très souvent on fait moins cher. Donc ce qui se passe, c'est toujours le moins 10 ans. Oui. Et donc à force de faire moins cher, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le travail qui est fait, il va falloir payer moins les gens. Donc les gens ne vont pas être satisfaits de leur travail, les produits vont être de moins bonne qualité, donc c'est pas naturel. Alors, au lieu d'avoir un seul produit qui serait payé cher, qui serait amorti sur longtemps, on fait plein de petits produits pas chers, mais qui vont finir à la poubelle rapidement. Donc, ça aussi crée des problèmes d'écologie. Et ce qui est fou, c'est que les gens qui n'ont pas d'argent sont obligés de s'endetter. Donc, ils aggravent leur situation. Ouais, et on peut le voir. Donc, oui, c'est un esclavage à la dette. Un esclavage à la dette qui s'est fait au niveau personnel, mais aussi un esclavage à la dette qui s'est fait au niveau des États. Oui, bien sûr. Et que les banques privées maintenant prêtent aux États avec des taux de dingue. Voilà, et à l'inverse, le système financier fait que eux, ils ont la capacité de créer de l'argent du néant. Ils peuvent. Oui. Ils ont ce droit. Un clavier, tu tapes un chiffre. Ils ont ce droit. Voilà, bien sûr. Depuis la fin des accords de Bretton Woods, il n'y a plus de comparaison. Et surtout, on leur a permis de dire, voilà, aujourd'hui, si on fait un prêt bancaire, on va voir la banque. Il ne faut pas croire que c'est de la banque, c'est de l'argent qu'ils ont quelque part dans leur coffre. Ils ne l'ont pas. C'est une ligne comptable. C'est-à-dire, c'est assez fou. C'est-à-dire que j'ai besoin de quelque chose, j'ai pas le droit de l'avoir, j'en ai besoin, donc je vais voir quelqu'un qui ne l'a pas non plus, parce que c'est ça, je vais voir quelqu'un qui ne l'a pas non plus, mais qui va le fabriquer, et je vais lui rembourser du vrai argent. Non mais c'est un hold-up incroyablement bien ficelé. Ils se sont accaparés la monnaie. Et dans une économie... Donc le problème, si on la création monétaire, c'est le nerf de la guerre. C'est la monnaie. Le problème, c'est la monnaie. La monnaie, ça devrait être un outil, c'est un échange. Voilà. Et puis ça devrait surtout être étatisé, c'est-à-dire que la création monétaire devrait être... pour le bien du peuple, public. Au niveau national. Voilà, alors que là, avec l'euro, on avait dit que ça serait bien, mais non, parce que finalement, l'Europe, il n'y a personne. Concurrentiel avec le dollar, tout ça, on est dans un système capitaliste, néolibéral, point. C'est tout. C'est ça. Si on doit nommer l'ennemi, l'oppresseur, c'est ça. Tout découle de là. Et un système qui est mafieux. Alors, il y a peut-être un petit espoir. Je vais juste éteindre. Voilà, donc je ne sais pas si tu es au courant, mais il y a une initiative qui va être lancée en Suisse qui s'appelle les microtaxes, qui est donc été initiée par plusieurs économistes et sur le côté de la Suisse romande, donc un représentant qui est donc François de Zimental, qui nous dit qu'on devrait changer de système financier parce qu'aujourd'hui on va dans une impasse et que la solution qu'ils prônent, ce serait d'instaurer, de mettre des taxes. Mais attention, quand on parle de taxes, parce que les gens disent que ce n'est pas une taxe qui s'ajouterait à des taxes actuelles, c'est une taxe qui se substituerait à d'autres taxes. Parce que l'objet de cette taxe, ce serait de taxer les transactions à un petit taux, 0,1, 0,2, après le taux sera changé. Mais le volume des taxes fait en sorte que... On sait que le volume d'échange est tel que cette taxe suffirait à remplacer en montant toutes les autres taxes. C'est assez ahurissant. Est-ce que tu es au courant? Est-ce que c'est des choses que vous avez entendues? Bien sûr. Même en France, on en parle. L'association Attaque, c'est un peu son truc aussi. Enfin, non, bien sûr. Mais si ça se fait pas, c'est qu'il y a bien raison. Alors, en Suisse, pour le moment, parce que on attaque aussi un peu la démocratie directe, parce que certains disent que les gens ne savent pas voter, mais pour l'instant, ça marche encore, il y a une initiative qui va être lancée. Et pour que cette initiative ait toutes les chances de pouvoir passer, c'est qu'elle doit s'affranchir des partis politiques. C'est-à-dire, elle ne sera pas portée par l'UDC, par le PDC, c'est-à-dire c'est une initiative, et puis tous les partis peuvent se mettre. Et ça marche, puisque la plupart des partis, les gens s'intéressent à cette idée. Donc ça, c'est une chose.
il y aura quand même des gens qui vont s'opposer. On sait très Oui. bien que La droite, les en très général. grandes banques vont s'opposer. Et puis, la limite à la démocratie directe, c'est qu'après, pour faire passer les idées, il faut de la publicité. Et Mhm. donc, avec des moyens Pas très la démocratie conséquents, directe suisse, Suisse. semi-direct Voilà. suisse. on peut aussi influencer. Et en Suisse, malheureusement, c'est assez simple C'est la de loi. dire, de faire peur. Vous savez, il suffit de dire, on te fait rentrer dans la tête des gens, ça va faire couler l'économie, Voilà, les gens c'est vont bon. dire non. Voilà. Voilà. Mais les choses évoluent. Oui, Les choses c'est pas si évoluent. simple non plus. Et la meilleure manière de faire évoluer les choses, c'est de communiquer et aussi de montrer que le succès suisse, le paradis suisse, oui, la Suisse, et par rapport à d'autres pays, s'en sort mieux. Malgré tout, elle subit des reculs. Oui, puis il s'en sort mieux pas seul. Hein. On va parler de la Suisse là en fin d'interview, mais on est dans un monde mondialisé depuis pas hier, depuis longtemps, et un pays qui s'en sort ou qui s'en sort pas, s'en sort ou s'en sort pas avec les autres, grâce aux autres. Les pays africains sont pauvres, pas parce qu'ils sont pauvres, ils ont choisi d'être pauvres, hein, parce qu'on les a appauvris. Si Souvent, la ils ont des Suisse est- richesses. les pays riches sont riches parce que, à l'échelle d'une personne ou d'un pays, c'est les mêmes recettes. Donc voilà, alors on espère que ces genres d'initiatives pourront fonctionner à l'avenir parce qu'il faut vraiment changer de système. Oui, pour que ce soit Le réformer, parce que le mot réforme, il a beau dos. Hein. À chaque Oui, fois, on oui. dit qu'il faut réformer, mais c'est toujours réforme. Donc, La le réforme des reste- retraites, la réforme des trucs, c'est-à-dire Le vous SNCF. devez toujours travailler plus pour gagner moins, avoir moins, travailler plus longtemps, accepter Voilà. moins de soins, payer de plus en plus cher. être de plus en plus soumis. Voilà. Voilà. Non. Pour un espèce, voilà, c'est pour votre bien que vous devez vous couper une main, un pied, je sais pas quoi. On finira en neutron. Non, mais si on doit avoir un mot de la fin, si c'est ça, il faut qu'on garde à l'esprit que ce qui compte finalement, du moins pour moi, je parlerai pour moi, c'est l'intérêt général. Et aujourd'hui, l'intérêt général du vivant, parce que c'est ça qui est en danger, dans lequel tout s'inscrit. Ma vie, la tienne, celle de nos oppresseurs aussi, finalement. Ils ont tendance à l'oublier, Alors, mais c'est ça qui est intéressant. j'ai appris un mot Ah. de M. François Desenbenthal, enfin, regardez sa vidéo, un mot qui existe mais qui a été oublié, et ce terme, ça s'appelle conjouir. Ah, conjouir. Conjouir, c'est-à-dire jouer ensemble. Ah, Jouir oui. existe, Oui, c'est-à-dire que oui. aujourd'hui, Collectif. c'est vraiment à l'opposé du système individualiste qui dit, voilà, plus j'accumule, oui, je jouis, mais de manière individuelle. Non, Eh ben, conjouissons alors. Ce Voilà. sera le mot de la fin. Conjouissons. Conjouissons. conjouissons pour un meilleur monde et de Voilà. dire, L'avenir sera en commun, on ne le sera pas. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. voilà. Et le mouvement des Gilets jaunes, je pense qu'il a déjà gagné Ce quelque chose. combat-là, les gens déjà conjouissent déjà ensemble. On a retrouvé la fraternité qu'on avait paumée. Et là, on va travailler, on va lutter pour retrouver la liberté et l'égalité. Peut-être même l'unité. Ça, c'est déjà ça. En tout cas, pour ma part, je continue à travailler en tant qu'enthousiaste, artistique. Donc le combat continue, donc il en faudra plus qu'un choc à la tête. Exactement. J'ai peut-être dessus. Très bien. Eh bien, bonsoir. Et puis, À la prochaine. à la prochaine.